également. La chaleur, record du jour à Nantes et Bordeaux avec 35 degrés. La rencontre de deux géants, la rencontre de l'argent privé et de l'argent public, le point de vue de Guy Thomas. Un navigateur anonyme raconte son naufrage, on ne sait toujours pas où est Tabarly. Freddy Martens gagne la première étape du Tour de France, il reste maillot jaune. Malgré la réouverture de l'aéroport de Beyrouth, les chrétiens bloqués dans l'enclave de Jounieh, c'est le dossier de ce journal. Record après record, où cela va-t-il nous mener? Vous pouvez le constater sur cette carte. Les températures ont atteint presque partout 30 degrés, avec des pointes donc allant jusqu'à 35 degrés. Bonsoir. Cette journée pour tous a été accablante. À Auteuil, dans un centre téléphonique, les employés sont en grève contre la chaleur. 80% d'entre eux ont suivi les syndicats CGT et FO pour ne reprendre le travail qu'à une condition: climatiser les salles. Et il est à souhaiter qu'à la veille des premiers départs en vacances, cette fournaise cesse, sans parler bien sûr de l'inquiétude que provoque cette sécheresse persistante. Pour cette fois, il s'agit de partir 2 jours en repos. Dans une semaine, après avoir goûté aux saveurs d'une telle répétition générale, avec embouteillage, bouchons d'hiver, vapeur d'essence et accrochage léger, ils recommenceront. Ils, les touristes vacanciers pour le mois de juillet, retrouveront les routes encombrées et surtout la chaleur étouffante aux sorties de ville. Et puis, plus loin, le long des chemins des vacances, il y a les rivières presque à sec, des animaux en quête d'abreuvoir remplis, des bassins où flottent les corps de petits poissons morts. Les rivières réduites de petits cours d'eau présentent bien des risques de pollution. En Ardèche, par exemple, des médecins ont conseillé, devant la baisse du débit des eaux, de supprimer les baignades, surtout pour les enfants. Les analyses sont trop inquiétantes. En Loire, des bancs de sable se forment en divers endroits et les péniches ne peuvent plus passer. Il n'est cependant pas possible d'assurer que la sécheresse aura finalement des conséquences dramatiques. Mais ces pollutions graves, ces arrêts d'activité sont trop nombreux pour ne pas inquiéter. Dans une semaine, lorsque les populations des régions côtières, des bords de fleuves, multiplieront par 10 le nombre d'habitants, que se passera-t-il? On prend des mesures officielles, mais le monsieur Sécheresse, fonctionnaire du ministère de la Qualité de la Vie, n'a pas de solution radicale à proposer. Tous les investissements sont dimensionnés pour permettre de passer les difficultés qu'on rencontre une fois tous les 10 ans, ou une fois tous les 15 ans, ou même une fois tous les 30 ans. Et puis, nous nous trouvons avec une difficulté qu'on rencontre une fois tous les 100 ans, parce que la sécheresse est centenaire actuellement. Bien, alors naturellement, il y aura des gênes et des difficultés. Nous avons fait auprès des différents préfets des départements dans lesquels il y a beaucoup de tourisme, nous avons fait un peu le point des situations et actuellement rien ne permet d'être inquiet. On ne va pas rationner les touristes? Écoutez, dans les 15 jours qui viennent, certainement pas. Si la situation continuait à se développer, nous serions amenés à ce moment-là à organiser un meilleur arbitrage entre les besoins des différentes catégories d'utilisateurs. Par exemple, l'industrie, l'agriculture, la batellerie, l'alimentation en eau. Nous envisageons même, au cas où la situation se développerait, de mettre en œuvre tous les moyens publics ou privés de transport d'eau. Les agriculteurs aussi s'organisent. Au lieu de vendre leur paille, ils la mettront désormais à la disposition des éleveurs dont le bétail est menacé de famine. C'est le plan paille. Dans quelques départements où la réquisition de véhicules militaires n'est pas encore décidée, des comités baptisés calamités agricoles vont transporter le fourrage. Quant à l'EDF, elle ne peut plus savoir une heure à l'avance si elle pourra servir correctement les usagers domestiques et industriels. On est à la merci d'une panne. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a regagné Paris en fin d'après-midi. Un succès que ces 4 jours en Grande-Bretagne. Tout d'abord, la concrétisation de ces nouveaux rapports entre les deux pays, la déclaration de coopération, mais il semble aussi que monsieur Valéry Giscard d'Estaing ait séduit la reine d'Angleterre. Jugez-en plus tôt. Hier soir, la souveraine est restée 1 heure de plus que ne le prévoyait le protocole à la réception offerte par le président français. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire anglaise, la reine a accompagné un chef d'État étranger en Écosse. Complètement laissé de côté la politique aujourd'hui pour ces dernières heures de voyage passées ici à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Mais de politique, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, beaucoup plus que prévu même. Et c'est un peu pourquoi l'impression dominante qui restera, c'est bien, au-delà d'une visite protocolaire prestigieuse et parfaitement réussie, c'est bien la nouvelle entente cordiale, la nouvelle entente amicale que Valéry Giscard d'Estaing est venu sceller ici et effacer en même temps quelques 30 années de bouderie. Cela dit, on ne peut pas ne pas revenir à la fin de cette visite sur le côté chaleureux et prestigieux, particulièrement grandiose même, de l'accueil.
À Édimbourg comme à Londres, en effet, le président français a été visiblement très sensible aux multiples attentions particulières dont il a été entouré. De même a-t-il été séduit, il l'a dit dans sa conférence de presse, par le sens typiquement britannique des traditions, de l'élégance et j'ajouterais du faste, largement extériorisé à l'occasion de sa visite. Une petite parenthèse toutefois dans cette symphonie de bienveillance, l'arrivée de la reine et du président à la Royal Scottish Gallery fut saluée par des slogans hostiles à la politique que mène la France en Afrique du Sud, mais Valéry Giscard d'Estaing avait en quelque sorte déjà répondu hier soir en rappelant que la France avait cessé toute nouvelle livraison d'armes. Ce fut ensuite le déjeuner d'adieu au château historique de Holyrood House, la résidence de la reine lorsqu'elle vient à Édimbourg, un château du XVIe siècle sorti tout droit d'un décor d'opéra. Le fait qu'Élisabeth II ait accompagné Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui en Écosse, voilà une attention tout à fait exceptionnelle et très remarquée en Angleterre, où l'on interprète facilement le moindre sourire de la souveraine. Antifer et Bathilus, ils sont faits l'un pour l'autre. Le plus grand port pétrolier d'Europe accueille le plus grand bateau du monde. 2 géants, 2 records français, 3 ministres aujourd'hui ont inauguré l'un et baptisé l'autre. Symbole d'une croissance économique remise en question depuis la crise pétrolière, le Bathilus, large comme les Champs-Élysées et plus long de 100 mètres que France, Antifer, prêt à recevoir des pétroliers 2 fois plus gros que le Bathilus, le gigantisme de ses réalisations est-il encore de saison? Allez-y, va. Une petite phrase, s'il vous plaît. Vive le port d'Antifer. Vous allez me redire ce qu'il faut que je fasse. Je te baptise Bathilus. Eh bien, sur le papier, le gigantisme reste payant. En tout cas, on l'a affirmé aujourd'hui encore dans les discours. Comment faire des économies sur le pétrole? D'abord, en comprimant les coûts de transport. Et pour cela, il faut, malgré la crise, des pétroliers toujours plus gros. Actuellement, une centaine de 500 000 tonnes sont en service ou en commande. Au Japon, des géants d'1 million de tonnes sont en chantier et il faudra bien les accueillir. Or, justement, en Europe, Antifer est le seul port capable de le faire. C'est donc un atout pour le Havre et pour la France. Seulement voilà, en disant cela, il semble bien que l'on fasse contre mauvaise fortune bon cœur. Car si les dirigeants de la Shell ont été très fiers de baptiser aujourd'hui leur Bathilus, ils avouent en privé que s'ils l'avaient pu, ils auraient annulé la commande. Comme ils auraient annulé les 2 autres pétroliers géants construits en ce moment à Saint-Nazaire. Car il faut bien le savoir, actuellement, à cause de la crise, près du tiers de la flotte pétrolière mondiale est immobilisée dans les ports. Des pétroliers tout neufs, petits et moyens, sont à vendre pour une bouchée de pain. Le surplus est tel, l'équivalent de 100 Bathilus, qu'il faudra accélérer les envois à la casse. Et à côté de cela, la course au gigantisme continue. Erreur, gaspillage, il faut, paraît-il, une quinzaine de kilomètres pour arrêter un pétrolier sur sa lancée. Il faut aussi du temps pour corriger une politique. Cette première rencontre entre ce super pétrolier et ce super port reste chargée de symboles. D'un côté, un ouvrage d'art superbe construit grâce aux fonds publics, c'est-à-dire à l'argent de chaque Français, et qui de ce fait appartient à la nation. De l'autre, un navire, le plus gros du monde, financé sur capitaux privés et qui appartient à une société française, filiale d'une compagnie étrangère. Le port coûtera 1 milliard de francs, 100 milliards de centimes. Son emprise sur le domaine maritime ne peut pas s'évaluer. C'est une partie inaliénable du territoire français. Si le gouvernement français n'avait pas décidé de construire ce port d'Antifer, le Bathilus n'aurait pas été lancé. Jamais la compagnie Shell n'aurait en effet pris le risque d'engager 1 demi-milliard de francs dans ce navire si son amortissement n'avait pas été assuré grâce aux installations portuaires payées par la nation. Son amortissement et les bénéfices tirés de son exploitation. Mais la réciproque, elle, n'est pas vraie. Au nom de l'intérêt général, l'État français pouvait prendre le risque de construire le port d'Antifer sans être assuré que la Shell ou d'autres compagnies privées financeraient ou non la construction de navires susceptibles de décharger leur pétrole dans ce nouveau port. Et cela pour 2 raisons. La première, c'est que l'État contrôle la compagnie nationale pétrolière Elf-Erap, bientôt Elf Aquitaine, et peut donc obtenir d'elle
ce que des compagnies étrangères lui refuseraient. Les bénéfices iraient alors à la nation. La deuxième raison, c'est qu'en matière d'énergie, le nerf de notre économie, le gouvernement doit avoir le dernier mot, ce qui signifie qu'il peut exiger ce qui lui paraît le meilleur pour l'ensemble des Français, il peut l'exiger de ceux qui tirent profit du commerce du pétrole. En ce jour où, comme naguère à Fos-sur-Mer, la nation tend ainsi une main secourable à de grandes compagnies privées, tout cela mérite peut-être réflexion. Tabarly était-il, oui ou non, à la fin de la semaine dernière, à 4 jours de l'arrivée? Si depuis, à Newport, les journalistes scrutent le brouillard et se désespèrent de voir se profiler le Penwick 6, c'est que les gardes-côtes d'Halifax avaient repéré avec précision vendredi dernier, à 15h30, un voilier dont la description laissait croire qu'il s'agissait de celui de Tabarly. Mais ce matin, le bruit courait qu'un démenti avait été donné. Alors nous avons voulu en avoir le cœur net, nous avons téléphoné. J'ai vérifié avec les gardes-côtes et le sauvetage en mer. Ils n'ont jamais vu ni reçu le message il y a une semaine de Penduick. Ils ne l'ont jamais vu. Jamais vu et jamais reçu de message. Et pourtant, malgré ce dernier démenti, la rumeur à Newport s'enfle chaque jour davantage et se fait plus alarmiste. Restent les autres, ceux qui ont abandonné. Pierre Fellman est de ceux-là. À ceux qui ne voyaient dans la Transat qu'un immense support publicitaire ou qu'une simple promenade, son témoignage est un cinglant démenti. Il n'est qu'une somme de souffrance, d'angoisse et de peur. Le 14 juin, Fellman, encore en course et ballotté par des vagues de 12 mètres de haut, constate dans son embarcation une voie d'eau. La première chose que j'ai fait, c'est baisser la voile et lancer un appel de détresse pour signaler ma position. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, simplement qu'au moins s'il se passait quelque chose, qu'on sache où je me trouvais. Et quand j'ai eu lancé cet appel au bateau environnant et à Saint-Lys-Radieux, donc en France, j'allais ressortir du bateau quand une déferlante, c'est-à-dire une vague qui roule, a pris le bateau et l'a chaviré complètement. Moi j'étais en train de sortir de la cabine, heureusement je me tenais, parce que tout le matériel qui était à l'intérieur de la cabine a été éjecté et j'ai ramassé une tonne d'eau dans la figure. Vous étiez attaché? À ce moment-là, pas, j'étais en train de sortir de la cabine, je me tenais heureusement aux deux poignées qu'il y a à la sortie. Si ça avait été 2 secondes plus tard, j'étais éjecté à l'eau. Puis 1 minute plus tôt, je me fracassais la tête dans le bateau vu que je n'étais pas attaché à la radio. Et après, quand le bateau s'est redressé, environ 5 à 6 secondes plus tard, il n'y avait plus de mât sur le bateau. À ce moment-là, j'ai préparé mon bateau de survie. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, si le bateau allait être pris dans une deuxième déferlante, couler tout de suite ou rester en surface. Couper tous les étais qui retenaient le mât pour pas que le mât vienne trouer la coque. Et commencer à pomper les 4 ou 5 tonnes d'eau qui se trouvaient dans le bateau. Je vais peut-être poser une question idiote, est-ce qu'on a peur? J'ai jamais eu peur. On n'a pas le temps d'avoir peur. Non, je sais pas, disons, j'ai eu une seule seconde de peur. C'est au moment où j'ai été renversé par le bateau a été chaviré par la vague. Parce que là, je savais pas du tout qu'est-ce qui se passait. Je me tenais, et je ramassais de l'eau dans la figure. Le bateau était couché, et le bruit du mât qui explosait, c'était très très fort. Et toujours le vent à 100 km/h. Et les vagues de 12 mètres. Prime spéciale pour les entreprises qui créent des emplois dans les zones rurales. C'est une des mesures annoncées ce matin par Jacques Chirac à l'occasion du comité interministériel d'aménagement du territoire. Il s'agit d'aider les régions jugées les plus critiques sur le plan démographique. 300 cantons sont intéressés par cette prime rurale, soit 1/8 du territoire. Autre dossier important étudié ce matin au cours de ce conseil interministériel d'aménagement du territoire, le Massif central et la région parisienne. Plus de 98% de reçus à l'examen du permis de chasser, pas un de moins. Sur les 31 353 candidats, 420 seulement ont été recalés.
Pour ce premier examen de ce genre, organisé en France, les questions portaient sur le gibier, les armes et la réglementation. Elles étaient simples, mais pas simplistes, a dit l'un des responsables de cet examen. L'année prochaine, les questions seront quand même plus difficiles, a-t-il ajouté. Comme pour le bac, une session de septembre permettra aux absents de se rattraper. Un an après la proclamation de l'état d'urgence en Inde, Mme Gandhi déclare « Nous avons fait des progrès dans le domaine économique, mais pas dans le domaine politique. L'interdiction des grèves et des licenciements ont entraîné une reprise de la production industrielle, la fraude fiscale a été combattue avec efficacité et les prix des produits de première nécessité n'ont pratiquement pas augmenté depuis un an. Par contre, tous les opposants politiques ont été neutralisés ou arrêtés et une loi récente permet même de garder en prison quelqu'un pendant 2 ans sans lui expliquer pourquoi. » Enfin, la conférence des partis communistes européens, c'est pour le 29 et le 30 juin prochain à Berlin-Est. Une surprise, le maréchal Tito en personne dirigera la délégation du parti yougoslave. C'est la première fois depuis sa rupture avec Staline et le Cominform en 1948 qu'il prendra part ainsi à une conférence communiste internationale. La délégation du Parti communiste français sera dirigée, elle, par son secrétaire général, M. Georges Marchais. Les élections au Portugal se dérouleront comme prévu dimanche. Le Premier ministre, le général Azevedo, qui est aussi candidat à la présidence, va mieux, quoique les médecins réservent encore leur pronostic. Pour la 3e fois, en 14 mois, un peu plus de 6 500 000 Portugais vont donc se présenter devant les urnes. Le général Eanes reste aujourd'hui encore le mieux placé. Il est soutenu par les principaux partis portugais, dont le Parti socialiste. Enfin, un peu en marge, un personnage connu de tous, une des figures de la Révolution, le major Otelo de Carvalho. Otelo Saraiva de Carvalho est le plus connu, mais aussi le plus marginal des candidats à la présidence de la République. C'est de loin le plus jeune, à peine 38 ans. Mais en Otelo s'incarnent toutes les frénésies et toutes les volte-face de la Révolution portugaise. C'est Otelo qui conçut et qui exécuta le coup de force du 25 avril 1974, lui qui captura Lisbonne à la tête de ses soldats, lui qui mit fin à 50 ans de salazarisme. De commandant, le voici général. Avec ses commandos du Copcon, il est le vrai maître du Portugal parce qu'il a pour lui les armes. Pendant 18 mois, Otelo règne sur la Révolution. Et puis, le 25 novembre dernier, tentative de coup d'État gauchiste, on accuse Otelo, on l'envoie en prison. Sans preuve contre lui, on doit le libérer. Il se présente aux élections présidentielles. Un tel homme ne laisse pas indifférent. Haï par la droite, il est devenu un symbole pour le petit peuple, pour les ouvriers. Et quand Otelo vient dans les quartiers pauvres, c'est l'explosion d'une ferveur, d'une adoration quasi religieuse. Le programme électoral d'Otelo reprend les rêves et les clichés de l'époque la plus révolutionnaire du Portugal. Pouvoir populaire, contrôle ouvrier, plus de partis, nationalisation totale, réforme agraire, mobilisation des travailleurs. Mais s'agit-il là d'un programme ou alors n'est-ce qu'une prière, une incantation rituelle pour que le rêve des petits, des pauvres du Portugal, qui ont cru que la révolution effacerait comme par miracle leur misère, ne devienne enfin réalité? Les sondages ne donnent aucun espoir de victoire pour Otelo, mais les sondages ne peuvent l'empêcher de rêver que l'aventure du 25 avril peut recommencer. C'est une première à l'aéroport de Beyrouth, le premier avion qui se pose sur les pistes depuis la fermeture de l'aéroport il y a 15 jours. Émotion, embrassade, les employés de la compagnie libanaise se congratulent sous les regards neutres des soldats syriens et libyens de la force de paix arabe. Ces casques blancs campent depuis 2 jours sur les pistes et n'interviennent absolument pas dans les combats qui opposent de nouveau à Beyrouth depuis 48 heures les phalangistes aux Palestiniens. Toute leur action s'est bornée jusqu'ici à essayer d'empêcher un avion de la Croix-Rouge internationale de se poser mardi, puis à interdire, sans grande efficacité il est vrai, l'accès de l'aéroport aux journalistes. La plupart de ces installations ont en effet été saccagées et pillées par les forces pro-syriennes qui tenaient l'aéroport jusqu'à la relève de ces forces par les casques blancs dont la moitié sont, mais oui, d'autres soldats syriens.
L'enterrement d'un jeune phalangiste est devenu une scène familière dans le quartier chrétien de Beyrouth. Elle se répète 4 à 5 fois par jour, au milieu des cris des femmes et des chants funèbres. Ici, la guerre colle à la vie quotidienne, le bruit des rafales est l'expression ultime du désespoir. On tue et on pleure à coups d'armes automatiques. Il est vrai qu'à Beyrouth, la guerre est au coin de la rue. Depuis des mois, les miliciens des deux camps se traquent comme des chats sauvages dans les immeubles en ruine ou derrière leurs sacs de sable, parfois à portée de voix. Du côté phalangiste, on annonce volontiers le dernier round avec les Palestiniens. C'est en tout cas le pronostic d'un des responsables militaires de l'organisation à Beyrouth. Notre objectif militaire maintenant et depuis le début était et est toujours de casser les Palestiniens. C'est une guerre contre les Palestiniens, c'est une présence hostile. Nous devrions en finir du point de vue militaire, liquider leur structure militaire, oui. Vous pensez que vous pourrez y arriver prochainement? C'est très faisable et durant les derniers mois, les Palestiniens ont été vraiment au-dessous de tout du point de vue militaire. Ils sont plus nombreux, mieux armés et nous leur avons infligé des pertes très sévères. Beyrouth aujourd'hui est un nouveau Berlin, une ville coupée en deux, mutilée. On y enterre même les souks par mesure de précaution. À l'ouest, palestinien et gauche, l'aéroport. À l'est, conservateur, le port. Un port neutralisé par l'artillerie adverse. Menacé d'asphyxie, le secteur phalangiste, c'est-à-dire l'Est, a pourtant échappé au blocus et rompu l'encerclement. Le miracle est venu de Jounieh, modeste port militaire à 20 km de Beyrouth. C'est de la base navale que les premiers bateaux, des yachts, des vedettes, se sont élancés vers Chypre. L'imagination libanaise a fait le reste. En quelques semaines, Jounieh s'est transformé en port de commerce pour les marchandises et les passagers de la zone chrétienne. 1,5 million de personnes sur le 5e du territoire national libanais. Et on parle déjà d'y construire une piste aérienne et un héliport. Comme si les chrétiens, pour être maîtres chez eux, s'installaient tant bien que mal dans la partition. Pourtant, ils s'insurgent quand on leur en fait la remarque. Ah non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, non. D'ailleurs, le port de Beyrouth, c'est un port qui est unique. Comme officier de marine, je vous parle, c'est un port qui est vraiment, au point de vue maritime, il a des possibilités que jamais Jounieh ne pourra avoir. Mais vu les circonstances actuelles, on ne peut quand même pas boucher le pays. Comme il faut un poumon, et le poumon, c'est Jounieh, justement. Après un an de guerre civile, Jounieh est passé de 30 à plus de 200 000 habitants. C'est la véritable capitale du réduit chrétien. Ici, la guerre paraît lointaine. On la retrouve néanmoins aux éventaires des marchands qui ont envahi la ville. Mais les clients se font rares car tout le monde est plus ou moins réduit au chômage. L'État n'a même plus les moyens de payer ses fonctionnaires. Électricité, loyer, téléphone ne sont pas réglés. Les hôpitaux, débordés par l'afflux des blessés, soignent gratuitement et éprouvent de sérieuses difficultés financières. Comme d'ailleurs les médecins, dont beaucoup sont partis. On est très peu payé parce que les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne gagnent pas leur vie. Alors, on comprend très bien qu'ils ne peuvent pas payer le médecin. Les gens ne dépensent pas, ils n'ont pas les moyens. Quand ils dépensent, et je les comprends très bien, ils disent je ne sais pas, peut-être qu'on va mourir, ils dépensent pour manger, pour sortir un peu. Sortir, se détendre, aller à la mer, ce n'est plus très bien vu au Liban. Ainsi, aucun propriétaire de club ne nous a autorisé à filmer des baigneurs autour d'une piscine. Les gens sont honteux parce que malheureusement nous avons des amis, nous avons des parents, nous avons des frères qui sont en train de se battre. Et alors que nous sommes au bord de la mer en train de prendre, comme vous voyez, le soleil. C'est honteux parce que nous ne sommes pas comme eux qui sont sur les barrages, enfin en train de faire le coup de feu. Chaque jour, depuis plusieurs mois, 3 à 4 bateaux grecs, parfois pilotés par des équipages de fortune, débarquent à Chypre une centaine de Libanais qui ont fui Beyrouth et ses combats. Ce sont des Libanais chrétiens qui ne peuvent rejoindre l'aéroport de Beyrouth, situé en zone palestinienne. Seule voie de sortie, le petit port de Jounieh, 15 heures de bateau jusqu'à Chypre, d'où par avion la plupart des Libanais rejoignent l'Europe. Pour beaucoup, Chypre n'est qu'un lieu de transit vers la France, l'Allemagne, le Canada, où ils vont chercher pour quelques mois ou quelques années un nouveau travail, une nouvelle vie.
C'est aussi la plaque tournante du commerce entre le monde extérieur et le Liban, l'unique voie d'échange pour les commerçants chrétiens. Je voyage pour une affaire à Paris et à Marseille. Je crois que je retourne dans une semaine. Vous n'êtes pas des réfugiés alors? Ah non, il n'y a pas de réfugiés. Même il n'y a pas ni moi ni les autres. Aucun n'accepte d'être un réfugié. Pourtant, depuis 4 mois, 6 à 8 000 Libanais séjournent dans l'île. Les hôtels chypriotes sont complets, pleins de Libanais fortunés venus ici chercher le calme et le repos, loin de la folie meurtrière de Beyrouth. Je n'ai pas quitté le Liban, je suis en vacances, vous pouvez l'appeler en vacances, plutôt un repos de guerrier. Je combattrai toujours avec les phalangistes, mais maintenant, pour le moment, je n'ai pas de travail maintenant. Je crois que j'ai fait mon devoir jusqu'à maintenant et c'est pas mon tour maintenant. Il y a l'armée syrienne, je crois que ça va arranger tout. Elle est palestinienne, son mari Joseph est chrétien. Je suis chrétien, j'ai été forcé de quitter le quartier là-bas. Non, pas forcé par quelqu'un, mais je sentais si je vais continuer là-bas, je vais être enfin mort. Je n'ai pas aimé participer à l'un des deux partis parce que, en fait, je crois que les deux partis ont raison et les deux partis n'ont pas raison en même temps. Ne pas participer, c'est mieux. Attendre pour l'instant. Enfin, lorsqu'on voit un certain espoir, on est prêt directement de retourner au Liban. Réfugiés ou non, c'est dans le regard des vieux et des enfants que se lisent encore les peurs d'hier et l'angoisse d'un départ qui les rejette loin d'un Liban qui ne sera plus jamais le même. Après le prologue, les choses sérieuses. Freddy Martens a récidivé, il a remporté la première étape. Le Tour de France débutait réellement aujourd'hui et si la chaleur continue de sévir, les étapes suivantes ne seront vraiment pas une partie de plaisir. La première étape entre Saint-Jean-de-Mont et Angers, 173 km, fut celle de la chaleur. Insoutenable, une chaleur qui risque de provoquer bien des défaillances les jours prochains si elle se maintient. Ainsi, il a fallu attendre la dernière heure de course pour voir enfin s'animer le peloton groggy, asphyxié, qui semblait atteint auparavant d'une léthargie caniculaire. Évidemment, aux premières loges des 130 concurrents, lancés à 50 à l'heure, se détachait le maillot jaune de Martens, qui semble bien parti pour atteindre le record des victoires d'étape en un seul Tour de France, Merckx, Charles Pélissier et Bartali, en ayant chacun gagné 8 en comptant les prologues. Genet, Auvieux et l'Italien Caverzasi avaient bien tenté quelques échappées, mais au premier passage sur la ligne auquel vous allez assister, le peloton emmené par Auvieux, Thévenet et Van Impe était déjà prisonnier du coup de jarret final des